Avec le deuxième temps de ces rencontres numériques, hier nous avons pris connaissance du futur centre de technologie et d'innovation de Séville pour 2025. Cette matinée aujourd'hui sera consacrée à une plongée, un voyage, une découverte pleine de questionnements sur les technologies immersives, ce qu'on peut appeler métavers, AR, VR, RV, XR, XXL, ça marche aussi ou non, ça ne marche pas. Monsieur Michelin, nous sommes ravis de vous accueillir à ces rencontres numériques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous me disiez que vous êtes vous-même issu de différents univers, vous avez un parcours assez éclectique. Vous êtes particulièrement le fondateur du KIF. Alors ça, c'est vrai que c'est alléchant. Hein. Et alors le KIF, c'est le Knowledge Immersive Forum. C'est ce que nous allons peut-être essayer de reproduire pendant cette matinée. Vous avez été capitaine d'industrie créative et culturelle. Oui. Capitaine d'industrie créative et culturelle. Voilà, le voyage est en marche. Entrepreneur, expert dans la transition numérique, donc fondateur du KIF, qui rassemble les innovateurs des réalités immersives au service de la culture et du savoir. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour parler de ce sujet. Je vous remercie de m'avoir invité. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir hier à écouter les différentes interventions parce que vous avez la chance d'être dans une organisation qui prend les choses et qui fonce. Et je trouve que c'est formidable. Ces notions de technologie immersive sont extrêmement riches. Elles sont encore en définition. D'ailleurs, c'était la colle que vous m'avez posée. Donnez-nous des définitions. Et plutôt que de dégrainer des définitions qui, comme on l'a vu, sont souvent des acronymes ou des logiques technologiques, on est parti de cas d'usage. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs au KIF. Parce que c'est en regardant, en écoutant et en partageant et en questionnant, d'ailleurs, qu'on se rend compte à la fois de la profondeur de ce qui est en train de nous arriver et d'arriver à tous les gens avec lesquels on parle, que ce soit les enfants, les parents et vous-même enseignants. Et puis c'est aussi, je pense, une opportunité pour réfléchir à la place des institutions qui existent déjà face à ces bouleversements. Donc c'est une suite de présentations. Tout ce qui vous inspire, on pourra revenir dessus. J'ai 45 minutes et je prendrai le temps, s'il y a des questions, de les prendre à la fin. Parce qu'effectivement, ça va très très vite et c'est un peu, entre guillemets, un petit état de l'art. Et pour commencer, vidéo please, je voulais commencer par une vidéo que j'ai vue à la francophonie. Bonjour et bienvenue à Djerba. Nous sommes heureux de vous accueillir à la conférence sur Métaverse et industrie créative à l'heure de la francophonie numérique. Et nous vous invitons, durant ces quelques heures, à effectuer un voyage de découverte vers un futur possible, dans un monde sans limite, si ce n'est celui de l'imaginaire, le métaverse. Nous souhaitons susciter le débat sur un sujet majeur, doit-on penser ou non à défendre, créer un métaverse francophone, pour préserver nos cultures et nos économies? Si ce métaverse est une projection de la réalité, ne pensez-vous pas que nul n'a le droit d'effacer nos cultures, car une communauté sans culture est un peuple sans être humain, et doit-on penser que les cultures anglophones ou asiatiques seraient ces terres virtuelles fertiles pour le métaverse? La langue est un lien remarquable de parenté, qui dépasse en force le lien de l'idéologie. La langue française constitue l'appoint à notre patrimoine culturel, enrichit notre pensée, exprime notre action, contribue à forger notre destin intellectuel et à faire de nous des hommes à part entière. Alors allons écouter nos intervenants pour comprendre comment le métaverse peut refléter le monde réel sans référence à la culture francophone. C'était une introduction très forte qu'ont fait les organisateurs pour une raison simple, c'est que cette notion d'avatar, ça va être celle qui, dans les années qui viennent, qui a déjà commencé, si vous regardez les réseaux sociaux ou les jeux,
elle est centrale. Et ce que vous avez vu là, c'est juste un avatar, c'est juste un robot, c'est juste une représentation. Et vous avez vu à quel point c'est plastique, à quel point on peut s'identifier ou prendre de la nuance. Et puis ce discours un tout petit peu robotique, qui a été dicté sur un moteur avec une voix qui est une voix synthétique, ce sont des choses qu'on va voir dans les années qui viennent. Et c'est vraiment étonnant de voir que finalement l'immersion, c'est-à-dire la capacité à être immergé dans un univers virtuel, elle va commencer vraiment pour tout le monde. D'ailleurs, regardez vos enfants, quand ils vont prendre une identité, et puis ils vont commencer à l'assumer. Moi, j'ai été frappé de voir que ma fille, finalement, elle avait 5 profils différents sur Netflix, parce qu'elle a parfaitement compris que derrière chacun des profils, il y a un algorithme, et que cet algorithme l'aide à vivre, mais qu'elle est quelqu'un de différent. Et donc, finalement, les métaverses et les mondes immersifs, pour chacun d'entre nous, ça va être un ou plusieurs avatars, des identités, et c'est à travers cette réalité qu'on va être amené à vivre et que vous allez être amenés, et qu'on va tous être amenés à interagir. Et au fond, qu'est-ce que c'est que cette notion d'avatar? C'est l'idée que moi je viens du monde des médias, de la culture, comme ça a été dit, voilà un peu les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. On vient chacun avec notre histoire. Et avec cette histoire, on construit. Et moi, ce que j'ai choisi de faire, c'était d'essayer de vous amener dans ces mondes immersifs et ces métaverses, de voir de quoi on parlait, parce qu'en fait, c'est très complexe. Et puis de voir si on allait aboutir à un savoir partagé, et si finalement il n'y avait pas des mondes immersifs éducatifs, comme au fond cette notion de métaverse, mais qui en fait ce sont des métaverses. C'est ça qu'on va essayer de faire ensemble. Quand j'ai monté le KIF, c'était exactement cette idée, c'est-à-dire de faire rencontrer des professionnels de différents univers, et de les faire travailler sur un objet commun, parce que c'est précisément ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est ce que vous faites dans vos rencontres, et c'est ce croisement, mon histoire, avec les rencontres professionnelles, avec mon expérience qui fait la différence, et c'est ce que vous êtes en train de faire, un lycée, dans une organisation, avec une nécessité de s'ouvrir sur toutes les nouvelles technologies. Alors pour revenir sur la question elle-même et partager les expériences, il faut essayer de voir de quoi on parle. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que c'est très riche, que c'est très puissant, qu'en fait, il n'y a pas un monde immersif, il y en a plusieurs. Et en fait, Zuckerberg a cherché à dire le métaverse, c'est moi, mais en fait, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, si vous allez dans des jeux vidéo ou si vous allez dans d'autres expériences, en fait, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas, comme on dit, interopérables. Ce qui risque de se passer, ce qui devrait se passer dans les années qui viennent, c'est surtout en 3D, mais pas que, des médias immersifs qui permettront de partager les expériences. C'est une expérience sociale. L'idéal, c'est qu'ils soient ouverts pour qu'à terme, ils puissent se parler entre eux, qu'on puisse faire des ponts. Ce qui est très important, c'est cette dimension de partage, cette dimension sociale. C'est d'ailleurs pour ça que Zuckerberg s'est précipité. C'est au fond dans sa tête la version 3D de Facebook qui va exister, ou la version 3D d'Instagram. Et donc il a voulu prendre, mais en fait ça va prendre du temps pour arriver, parce qu'il y a des contraintes technologiques qui sont absolument pas négligeables, et que c'est cette évolution de l'Internet en fait qui est derrière, avec différents mondes qui vont émerger autour de différents supports. Et évidemment, quand il y a des mondes qui émergent, il y a des économies de la création, et différents modèles économiques qu'on commence à voir. Et il y a une question qui se pose, et je ne sais pas si vous la posez, mais comme je suis un intervenant extérieur, je me la pose. Est-ce qu'il y a un service public finalement du métaverse? Et est-ce que vous n'êtes pas en train, en ayant un lycée expérimental, de pousser cette idée, qui est une idée qui est très importante, de dire, et les Coréens par exemple le font déjà à Séoul, de dire effectivement il y a une transformation profonde, il est important par rapport à la notion de citoyen ou de planet citizen, disait hier Jean-Marc, qu'on donne aux enfants les clés et qu'on leur apprenne, comme je l'ai vu hier dans des groupes, on leur apprenne à se servir de ces mondes pour qu'ils n'en soient pas victimes mais qu'ils en soient acteurs. Alors, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, ce sont ces expéditions immersives, ces mondes immersifs, et aujourd'hui dans le vécu, en nombre, c'est là que les gens touchent le plus la notion de métaverse. Évidemment, il y a le jeu vidéo, mais le jeu vidéo, il est finalement dans un contexte tout à fait particulier, assez addictif, et puis il est, tellement marqué par ce côté ludique que finalement on n'est pas sûr que quand on joue on apprenne beaucoup de choses. Alors les spécialistes du jeu vidéo vous disent oui, et je considère, après avoir passé du temps à regarder ces différents univers, que c'est probablement dans ces mondes immersifs qu'on est en train d'apprendre ce que va être le métaverse, à des degrés différents. Quand on va à une exposition Culture-Espace, une exposition comme l'exposition Van Gogh à l'Atelier des Lumières, il y a eu 1 400 000 visiteurs. C'est massif.
Et dans le monde entier, il y a des millions de gens qui tous les ans font cette expérience, qui est en plus simple, parce qu'en fait, vous êtes immergé dans un monde autour de vous qui représente des œuvres. C'est l'expérience immersive aujourd'hui la plus puissante. Et il y en a dans le monde entier, c'est pas un phénomène français. Cette entreprise, d'ailleurs, est en train de se déployer dans le monde, parce que c'est lumineux, si j'ose dire, parce qu'en fait, notamment les enfants rentrent dans ces univers et s'amusent. Là, on est dans Van Gogh ou dans une œuvre. Les autres expériences qui sont très fortes, c'est toutes les expériences où on est en immersion en 360 et on se rend plus compte, mais en fait, on est déjà dans de la technologie. En fait, la technologie est devenue invisible et on va dans des endroits où on n'a pas le droit d'aller. Là, c'est tout ce qui est vraiment autour du numérique, c'est-à-dire l'usage de toutes les technologies numériques. C'est un festival qui a lieu à Metz, un festival de mapping vidéo. Et le mapping, c'est vraiment une expérience immersive parce que la dimension de ce qu'on voit transforme finalement... là, c'est une cathédrale gothique qui a 800 ans. Ben, elle est transformée en objet pratiquement d'art contemporain. Le plus intéressant de notre point de vue, où on apprend le plus de choses, c'est fait avec la chaire d'Harvard d'égyptologie. C'est les voyages dans le temps, notamment celui qui a eu lieu récemment à l'Institut du monde arabe. C'est vraiment se dire qu'on peut voyager dans le temps avec ces technologies. Et par rapport à préoccupation de l'enseignement, ça a été fait avec des scientifiques. Ça a d'abord été fait avec les scientifiques qui travaillent en Égypte sur la pyramide de Gizeh. Et ensuite traduit, et c'est là où il y a une opportunité formidable pour en faire un spectacle qu'ils appellent une expédition immersive. Ça a une particularité, c'est que ça provoque énormément d'émotions, parce que les gens sont emmenés dans cette histoire, et je crois que dans les années qui viennent, ça servira de référence. Vidéo, please. J'ai ressenti beaucoup d'émotions et j'ai trouvé que la reconstitution était géniale. Je suis vraiment encore un peu dans ce voyage. J'ai l'impression de m'être réveillée d'un rêve. On sort d'un autre monde, une autre époque, comme si on était vraiment dans la pyramide et qu'on était privilégiés. Enfin, c'était incroyable. C'est exceptionnel ce que nous avons vécu parce qu'on a pu voir les pyramides de l'intérieur, en vue supérieure, comme des géants. Toutes les scènes étaient vraiment des petits bijoux. Émerveillé, quoi. On était dans une pyramide, c'est une super expérience pour aller en Égypte en prenant un billet pour Paris. Bien, ces notions d'envol dans l'espace qui nous emmènent vers un inconnu impalpable, ça c'est vraiment un voyage que j'ai beaucoup apprécié. Merci à vous. Il y avait des oiseaux, je voulais les attraper. Faut se remettre dans le vrai monde, on va dire, parce que c'était le monde virtuel. C'était touchant, c'était impressionnant, donc ça fait bizarre de retrouver le monde réel. Quand on s'est élevé et qu'on avait la vue sur la pyramide avec la petite musique, comme moi j'ai toujours rêvé d'aller en Égypte, c'est vraiment un moment où j'ai été vraiment émue. À voir, absolument. Donc là, c'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment la notion d'émotion. Parce qu'on se retrouve avec finalement des gens qui ont été pendant 45 minutes avec un casque sur la tête, mais ils ont été transportés dans le temps et dans l'espace. Il faut savoir qu'on a des sensations physiques parce que le cerveau, à un moment donné, déconnecte et joue le jeu. Donc les gens ont le vertige quand ça monte. Parfois, il y a des gens qui ont très très chaud. Et ça, c'est aujourd'hui ce qui se fait de plus sophistiqué et de plus accessible. C'est plus de 50 000 personnes qui l'ont vu en 2 mois. C'est le début d'une vague très profonde. Il y a eu la même chose avec Notre-Dame de Paris. Alors ça reste un peu comme au début de l'histoire du cinéma, une expérience exceptionnelle. Mais pour revenir sur ce que disait un de vos intervenants hier, si vous le découpez en séquences, en fait ce sont des morceaux de bravoure scientifique, puisqu'on est dans la pyramide, on est dans la tombe du pharaon, on assiste à une cérémonie funéraire. On n'assiste pas à un embaumement, mais on voit des choses en fait qui sont des outils, enfin qui viennent directement de la recherche. Et le professeur d'Harvard, qui est celui qui vérifie la validité scientifique depuis le début, en fait l'utilise maintenant pour son enseignement. Et là, il y a une opportunité assez extraordinaire. Je travaille d'ailleurs sur cette opportunité avec Fabien Baratti, avec cette société, pour se poser la question de savoir comment on pourrait l'utiliser dans des classes, alors avec des dispositifs moins importants. Et puis, il y a une autre chose qui est derrière, c'est qu'à terme, on pourra faire ces expériences à distance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reste une technologie lourde, il faut mettre un casque, et puis il faut mettre ce qu'on appelle un backpack, un sac à dos, avec un ordinateur dedans qui calcule tout en permanence autour de vous en 3D et en Wi-Fi.
À terme, on pourra se retrouver, je sais pas, en Argentine, et puis à Paris, et puis à Los Angeles, et en temps réel, vivre la même expérience. C'est quelque chose qui va arriver assez vite. Déjà, aujourd'hui, ils ont supprimé ce qu'on appelle le backpack, tout se passe dans le casque, et ils sont en train de tester, comme les jeux d'ailleurs, qui sont des jeux multiplayer, où les gens sont dans différents endroits du monde, ce que ça pourrait donner. Et là, on se rend compte que pour un réseau comme le vôtre, pour une organisation mondiale comme la vôtre, ça veut dire que ça peut permettre de faire des expériences collectives. Et il y a une notion qui est très importante, il faut toujours un guide, il faut toujours un avatar, il faut toujours quelqu'un qui va... Et vous avez vu le petit personnage, au fur et à mesure on rentre dans des narrations qui là sont faites pour le spectacle et l'émotion, mais qui pourraient devenir, en tout cas ce que le prof d'Harvard fait, c'est qu'il coupe les séquences et puis il les explique et il les compare, et à ce moment-là, il les compare avec des expériences scientifiques. Ça c'est un potentiel absolument considérable, parce que c'est aussi utilisé par exemple sur la grotte, les grottes de Lascaux, parce qu'en fait, on ne peut plus aller dans ces grottes, elles sont protégées. Donc la simulation, puisqu'au fond c'est des technologies de simulation, permettra de continuer à travailler, et à terme, les scientifiques et le grand public travailleront sur des bouts de cette représentation virtuelle, parce que sinon, si on y va, on les détruit. Voilà. Et ça montre ça donne une idée de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un savoir partagé? Ce qu'on voit, c'est que les intermédiaires culturels, j'entends les musées, les institutions, sont extrêmement friands de ces expériences, parce qu'en fait, elles recréent de l'excitation et elles permettent, si vous voulez, de se retrouver ensemble dans des lieux qu'on connaissait et qu'on peut partager de génération en génération. Ça, c'est aussi très important. Quand on voit les chiffres de Notre-Dame de Paris, 50 000, il faut bien voir que Notre-Dame était fermée. Et donc, les gens sont venus faire cette expérience. Et aujourd'hui même, elle est dans un parking, maintenant, sous le parvis de Notre-Dame. Donc, les gens vont retrouver Notre-Dame avant qu'elle soit ouverte. Et toutes ces expériences, depuis des années, montrent qu'il y a des mondes qui sont à travailler. Ils doivent être construits avec les institutions. Ça ne peut pas se faire en dehors des institutions, parce que sinon, ce n'est pas valide. Et puis ensuite, on est sous la critique. Mais en revanche, quand les institutions jouent le jeu, en fait, elles déploient finalement une nouvelle version d'elles-mêmes qui est très attractive pour le public. Et alors ça, c'est un autre exemple. C'est la Vidéothèque de Paris qui a un festival qui s'appelle New Image. Et donc, cette personne extrêmement brillante, qui s'appelle Michael Swerzinski, a, au fil du temps, développé un univers parallèle. Et puis, il ne l'a pas fait tout seul. Il l'a fait avec des partenaires dans le monde, des grands festivals de cinéma. Et là aussi, on voit ce qui est en train de se profiler. Ça se partage. Et donc, ça, c'était justement pendant le kiff. Il nous a expliqué ce qu'il était en train de faire et ce qu'ils avaient fait. Et cet espace virtuel, accessible de plein d'endroits dans le monde, dans lequel il montre des œuvres. Encore une fois, ça préfigure ce qui pourra se passer dans d'autres institutions. Vidéo, please. Et ensuite, il y a le côté art immersif, si on va jusqu'au bout, qui est arrivé à travers des salles immersives, comme TeamLab l'a fait, ou l'Atelier des Lumières, qui n'a pas été reconnu comme une écriture aussi fine que peut l'être le cinéma, le jeu vidéo, mais qui a provoqué un accès grand public et massif, avec plusieurs millions de spectateurs, à travers des lieux qui projetaient, peut-être parfois sans interaction, des œuvres d'art. Et ça a été un autre tournant dont je voulais parler, et bien sûr le son binaural. Donc voilà un peu, si on fait un état des lieux rapide. Et ce que vous avez fait, naturellement. Ce que tu as fait, on peut voir la vidéo de ta plateforme. Oui, je voulais parler d'un dernier point. On la lance. C'est quand on parlait de métaverse et de plateforme. On la lance. Je laisse la vidéo se lancer. Vas-y. Elle est sans son, c'est intéressant. On va dire accéléré par le Covid et par les transformations digitales, on a décidé d'associer, en fait, trois grands événements se sont associés, donc qui étaient en général concurrents, et c'est aussi une preuve, on va dire, de changement de paradigme et de perspective. C'est qu'on a donc le festival, Cannes XR, le festival Tribeca et New Images sont associés pour créer un univers, on va dire, d'exposition virtuelle permanent avec chacun une quinzaine d'avant-premières mondiales. Donc on est vraiment sur le point de vue d'auteur et de créateur, sur comment raconter des histoires. Et on s'est rendu compte que indépendamment de l'art immersif, on avait aussi la façon d'exposer qui changeait. Donc la possibilité d'offrir aux gens une scénographie virtuelle à l'intérieur d'une exposition. Pour y accéder, on pouvait naturellement venir à l'ensemble des festivals, mais on pouvait aussi se connecter pour ceux qui étaient équipés. Et on a pensé à ceux aussi qui n'étaient pas équipés, ce qui est encore une problématique actuelle aujourd'hui. En tout cas pour la partie VR, pas pour la partie réalité augmentée, c'est qu'on a offert des satellites à travers une dizaine de pays dans le monde, donc de la Corée
à Quito, on pouvait y aller et y accéder gratuitement. Et ça permettait en fait de découvrir l'ensemble des œuvres. C'est un petit bout de ce qu'on peut appeler métaverse, mais au fond, je ne veux pas rentrer dans cette définition, mais disons que c'est une galerie d'art virtuel qui a été faite par le Museum of Over Reality, qui est une société basée à Vancouver. Il y en a beaucoup d'autres qui se sont lancés. Et ça donne un peu pour moi les prémices de la façon à la fois de découvrir des œuvres, la façon de scénographier les expositions virtuelles. On avait la chance d'avoir la résonance de Cannes et Tribeca de façon mondiale. Et ça montre aussi la façon sociale, puisqu'on pouvait venir à plusieurs et échanger, découvrir l'œuvre en 3D temps réel et aussi échanger. Et on avait d'autres pièces pour pouvoir discuter avec les auteurs et les acteurs de ces œuvres. Donc avec à peu près, je sais pas, peut-être 10 000 visiteurs par jour qui ont pu s'y connecter. Donc c'était pour nous une prouesse technologique et éditoriale. Thank you. Voilà, en fait, il vous a tout dit, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont commencé avec un monde virtuel, et c'est pour ça que quand vous m'avez parlé, j'ai entendu parler d'un lycée expérimental, en fait, une fois que vous avez votre objet, vous avez envie de le partager, à un moment donné, vous dites, mais le virtuel, ça m'apporterait quoi? Et puis vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont intéressés par votre démarche, par exemple votre réseau. Et en fait, les outils permettent de créer un espace en 3D. Finalement, ça aurait pu être un site internet. Mais comme il y a une capacité graphique et par ailleurs il y a des fonctions de partage, vous pouvez tout à fait imaginer que ça commence par une galerie. Un jour, vous allez avoir un cours particulier que vous avez inventé, vous le partagez avec vos collègues. Et puis, si ça intéresse le monde ou ça intéresse des gens qui sont spécialisés, finalement, ils peuvent y avoir accès. C'est ce qu'il disait. Pendant la durée du festival, il y avait le festival réel et puis il y avait un festival virtuel, il y avait 10 000 personnes qui se connectaient dans le monde. C'était impossible à gérer en termes physiques pour eux, mais en revanche, chacun des festivals y a trouvé une ouverture vers l'extérieur qui est absolument formidable. D'ailleurs, ce qu'a fait Michael l'a fait remarquer sur le marché parce qu'il a été recruté par une société de jeux, parce qu'ils ont trouvé ça assez incroyable en se disant mais si on pouvait tous jouer comme ça, ce serait formidable. Donc ils sont partis de la culture, ils sont partis de leurs besoins, ils ont établi leurs besoins, ils ont fait leur cahier des charges, et puis en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait une technologie, à l'époque, il faut bien comprendre, on parle en septembre 2021, c'était avant que Zuckerberg raconte le métaverse, c'est pour ça qu'il dit ouais le métaverse, bon c'est Zuckerberg, et de fait ils l'ont fait, sans passer par Meta, et en ayant une société indépendante qui leur a fabriqué cet univers virtuel, c'est une société qui vient du jeu. Pourquoi c'est important? Parce qu'effectivement, il y a des expériences immersives, donc il y a une demande, et ça c'est très important, il y a des formats à inventer, ils l'ont inventé parce que c'était leur besoin, et puis il y a une diffusion qui n'aura jamais été aussi facile finalement, grâce à la 5G et à d'autres technologies qui arrivent. Il faut réagir assez vite, donc il faut des gens qui travaillent pour vous, qui sont capables d'aller chercher les solutions, et il faut à l'intérieur, et ça c'était le cas du festival, une curiosité que Michael incarne parfaitement, parce qu'il y a des prises de risques, il y a beaucoup d'erreurs, donc il faut le faire, et c'est vrai que c'est très excitant, en général ça remobilise, et donc c'est ce qui est arrivé pour ce festival. Et un autre exemple que je trouve vraiment passionnant, parce qu'on oublie le son, mais le son est une dimension extraordinairement immersive de toutes les expériences. On a tous, d'abord, en même temps que l'image, beaucoup de sons, et quand on voit le pouvoir du podcast, d'ailleurs les Canadiens mettent le podcast dans les technologies immersives, et je pense qu'ils ont raison, parce qu'une fois qu'on a le son, on peut soit l'utiliser tel que, ou on peut l'utiliser en complément d'autres choses, et en l'occurrence là c'est Château de Vaux-le-Vicomte, et vous allez voir ce qu'on peut faire avec une suite de scènes bien gérées et bien jouées. Vidéo, please. Madame, Louis XIV a fait emprisonner Monsieur Fouquet. On a point vu de surintendant en France respecté comme je le suis. Le roi lui-même sait qu'il me doit tout. C'est le genre de dette qu'un roi ne pardonne pas. Votre Excellence, vous aurez le plus beau jardin du monde. Ce sera une œuvre d'art totale, la demeure de la lumière. Je veux que l'on sente, en entrant ici, le souffle de mon esprit. Cette fête sera mon apothéose. Tous les plus grands du royaume, la reine-mère, le roi, la cour, les artistes les plus en vue. Dans les bassins,
dans les bosquets, dans tous les arbres du domaine. Ce château, c'est moi-même. L'intérêt d'apporter du son dans les lieux de patrimoine. C'est vraiment le son qui est mobilisé au service d'un dispositif de médiation entre le visiteur et les œuvres elles-mêmes, les œuvres qui ne sont pas toujours visibles, surtout quand il s'agit d'évoquer le passé. Alors là, typiquement à Vaux-le-Vicomte, l'équipe du château ne veut pas d'écran ne souhaite pas introduire d'écran dans la visite du public. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec eux d'ailleurs, parce que nous, c'était notre souhait de faire des choses sans écran. L'enjeu, c'est de faire revivre ce château qui a été vraiment un pivot de l'histoire de France, puisque c'est le début de la monarchie absolue de Louis XIV, de faire revivre aux visiteurs l'histoire du château qui réunit Molière, Le Nôtre, La Fontaine, enfin tous les grands noms du XVIIe sont passés à Vaux-le-Vicomte, et de le faire vivre de manière vivante. Je dis toujours, les séries télévisées, le cinéma s'empare de notre histoire et de nos lieux, s'en sert comme décor. Ben là, on a le décor, racontons l'histoire comme si c'était un film sonore en fait. Le principe, c'est les visiteurs arrivent, on leur donne un casque et un petit narrateur, et après ils n'ont plus rien à faire sinon que de déambuler dans le château, dans les différentes pièces. Et dans chaque pièce se joue une scène en son qui va raconter l'histoire de ce château et broder un film sonore déambulatoire. Une histoire qui est tragique, qui est émotionnelle, qui est pathétique, qui implique un complot, des jeux, etc. Et ce que nous disent les visiteurs, et on pourra écouter la deuxième vidéo que je vous ai envoyée, c'est que tout d'un coup, on comprend ce qui s'est passé dans ce château, là où auparavant on avait une visite beaucoup plus patrimoniale, on va dire. Tout d'un coup on le vit, et c'est à la fois l'intellect qui le comprend, mais aussi toute l'émotion. On est avec Nicolas Fouquet qui va de sa grandeur chuter de manière historique, comme on l'a appris dans nos livres d'histoire. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que cette technologie, elle existe depuis longtemps, ça s'appelle le son binaural, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le casque, finalement vous entendez dans la pièce, s'il y a quelqu'un qui parle ici, vous vous retournez, la personne est toujours derrière, ce qui donne en fait du volume à des histoires. Et le croisement entre cette recherche du patrimoine, et elle l'a dit, elle fait ce que lui demande le château de Vaux-le-Vicomte, c'est une excellente productrice, Laurence Bagot, qui est une ancienne journaliste, donc qui a l'habitude de positionner les choses, et elle travaille avec les conservateurs du musée, qui lui ont dit, nous on ne veut pas d'écran, parce que c'est un château, c'est pas un endroit où vous allez mettre des écrans. Et donc le fait d'avoir le son, ça a permis de retourner, et l'histoire, elle peut être racontée comme elle est racontée là, mais demain, quand on sera dans ces mondes virtuels, eh ben, on utilisera les mêmes technologies. Je vais me retrouver dans le jumeau numérique du château de Vaux-le-Vicomte, eh ben, je vais pouvoir savoir, comme ceux qui ont eu la chance d'être sur place, et je pense particulièrement à vous, c'est-à-dire vous avez des élèves dans le monde entier qui ont une idée de la culture française, ou qui parfois n'ont pas été encore en France. Ça fonctionne remarquablement sur les enfants, parce que l'imaginaire fonctionne. Et dans le monde entier, le musée de New York aussi a fait ça avec l'exposition sur Versailles. Par exemple, ils ont enregistré le bruit des courtisans sur des parquets du XVIIe siècle. Pour quelqu'un qui vit à New York, c'est totalement exotique, mais ça fonctionne très bien, parce qu'on leur explique que dans les châteaux en France, à cette époque-là, il y avait des bruits comme ça. À New York, sont parties des lettres que les courtisans écrivaient de ce qui se passait à la cour, ils les ont fait lire par des comédiens, et tout d'un coup, pour finalement un coût qui était moindre, il y a eu une expérience très forte. Demain, quand on visitera le château numérique, le jumeau numérique du château de Versailles, eh ben, on pourra vivre ces expériences. C'est donc, il faut s'habituer à ce qu'il y ait différents niveaux, et pas penser que ces mondes immersifs, finalement, il faut attendre que Zuckerberg ait fait son truc. Non. Si vous avez des idées et que vous voulez travailler, et je pense que l'outil que vous êtes en train de développer permettra de le faire, si des profs, si des intervenants ont une conviction ou une expérience à faire partager, il peut y avoir des technologies qui viennent le faire sans nécessairement passer par un seul casque ou par une seule expérience. Toujours dans le même esprit, vidéo please, it's about India. Ça s'est passé pendant le Covid. 1, 2, 3. Ça c'est de la réalité augmentée. C'est dans le Kerala en Inde. It contains nearly 10,000 crores of stars.
I did a couple of searches in Google to look for the techniques. It took around 2 months to finally get it done. The abstract ideas such as the sun, moon, stars, galaxies, etc. are to be taken virtually with the help of the visual images will be very beneficial to our children. They can easily capture the ideas. Are you a member of a family? Just like Earth is also a member of a family. Sun is the center of solar system. You know, Sun is a star. The galaxy, which includes solar system, is Milky Way. It is also known as Akashaganga. Children, what do we call the person who travels to the space? लेकिन यहाँ गाय बहुत परेशान है। पीने को पानी नहीं है, खाने के लिए घास नहीं है। बेचारा गुप्त जीव है। बाघ एक जंगली जानवर है। अन्य जीवियों को मार कर खाते हैं। वो लेकिन अब मारने को न सका। क्यों? वह भी बारिश की तलाश में है। Ready? 1, 2, 3. ओह, बाप रे! ये बाघ को देखिए, ये गाय को देखिए। गाय एक पालतू जानवर है। Donc là, on voit bien, alors en Inde, ça s'appelle de la yoga d'innovation, c'est de l'innovation, comment dire, faite avec les moyens du bord, je ne sais pas comment le traduire, et ils prennent des éléments, ils les assemblent, et ils sont capables de pousser très très loin des expériences comme celle-là. Pendant le confinement, ils ont inventé ça parce qu'ils avaient ces outils, ils avaient ce problème de la distance pour créer des émotions, et ça a fonctionné. J'insiste sur cette image parce qu'effectivement, le téléphone mobile, on doit lutter avec, vivre avec, mais c'est aussi un potentiel d'éducation considérable. D'ailleurs, Lego ne s'y est pas trompé. Hein. Ils sont en train de travailler sur des formules éducatives. Et c'est à nous, finalement, de reprendre le contrôle sur le téléphone mobile, parce que si on peut l'utiliser pour se divertir et pour s'échapper, on peut aussi l'utiliser, comme vous l'avez vu là, pour faire des choses assez extraordinaires. Ça, c'est en France. C'est l'enseignement de l'anglais au collège, en Seine-Saint-Denis. C'est pour vous montrer l'amplitude de ce qui est en train de passer. Tout ça, ce sont des mondes immersifs, plus ou moins immersifs. En réalité augmentée, vous l'avez vu. Et là, c'est un mélange des deux, c'est de la réalité mixte. Et c'est intéressant aussi parce qu'on voit qu'il y a des initiatives locales. Là aussi, c'est important dans un réseau d'avoir cette capacité de faire remonter ces initiatives locales. Je ne sais pas si elle a été partagée, mais j'ai trouvé intéressant en faisant cette recherche de voir ce que ça donnait sur l'apprentissage de l'anglais. Vidéo, please. Là, il me demande de toucher le pirate qui est le père. Du coup, il y a des boutons et moi, je vais appuyer sur le bouton. Moi, si je me dis que je fais ça en anglais, ça m'aide. Enfin, je me dis que c'est bien, quoi. L'application qui est complémentaire au niveau scolaire, elle va permettre à l'enfant de prendre confiance en lui à travers l'apprentissage d'un anglais ludique, en fait, qui n'a pas vocation à être académique, mais ça va lui permettre, en fait, de progresser sans s'en rendre compte, pour que lorsqu'il sera en cours, il puisse assimiler, en fait, et aborder l'anglais d'une manière beaucoup plus décontractée et facile. Avec le téléchargement d'une application mobile, on a accès à plusieurs dizaines de leçons qui permettent à l'enfant, en fait, d'apprendre l'anglais tout en s'amusant. C'est utilisable à la fois en mode réalité virtuelle avec le casque, donc en mettant le téléphone dans le casque, mais également en mode réalité augmentée, c'est-à-dire en utilisant la tablette, ce qui peut permettre aux enfants de jouer à plusieurs ou de jouer aussi en famille. Le département a décidé d'équiper 5 établissements scolaires de Seine-Saint-Denis, et donc c'est à la fois
une illustration de notre volonté de mettre à disposition des équipes pédagogiques des collèges de Seine-Saint-Denis toujours plus de moyens pédagogiques, d'outils innovants à leur disposition, et puis aussi de soutenir et de valoriser les initiatives de porteurs de projets de notre département. Et là, vous le voyez, c'est de la réalité mixte. Dans les entreprises s'y mettent, et ça c'est important pour vous dans votre projet, parce que probablement le métaverse existe déjà dans les entreprises et il va accélérer quand vous aurez à trouver des partenaires. Il faut savoir que ça fait partie vraiment du développement de l'industrie 4.0, on dit, parce que ça permet d'accélérer les processus. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, c'était l'armée américaine en 2006 qui utilisait déjà des casques virtuels pour former ses parachutistes. Aujourd'hui, c'est BMW parce qu'on sait qu'on apprend beaucoup plus vite avec ces lunettes qui projettent dans l'espace finalement des plans et on est très très vite avec des compétences techniques très amplifiées, très augmentées. Bien sûr, dans la médecine, c'est en train de devenir une réalité. Tous les jours, il y a des annonces sur ces éléments-là, ce qui veut dire qu'en étant ce que vous serez un centre expérimental avec une relation avec l'entreprise, non seulement vous permettez à des entreprises de travailler sur cette nouvelle technologie, mais vous pouvez aussi être un endroit où ils le testent. Et puis il y a énormément de startups qui ont besoin de pouvoir tester ces dispositifs avant qu'ils passent, quand ils réussissent, à l'échelle. Donc l'idée, c'est d'avoir un lieu de rencontre ou des espaces de rencontre. C'était l'idée du KIF, mais c'est l'idée de faire travailler ensemble, finalement, des institutions ou des individus qui ont besoin de se retrouver quelque part. C'est le principe d'incubation, mais pas simplement, parce qu'on voit bien que les gens sont finalement dans des silos et qu'il y a très peu de moments où ils peuvent se parler autour d'un projet ou sur des idées. C'est le sens du KIF, et je pense que dans votre démarche, vous serez amené à avoir ce genre de lieu de rencontre, de lieu de discussion, parce qu'on apprend finalement en regardant l'autre ou les autres travailler. Le métaverse, pour revenir sur cette notion, c'est très compliqué. Ça intègre à la fois des éléments d'expérience comme ce qu'on voit, des éléments de découverte, des éléments d'économie, des éléments de technologie, des problématiques d'organisation, des problématiques d'interface et d'infrastructure. C'est pour ça que ça ne va pas se faire en 5 minutes, contrairement à ce qu'a dit Zuckerberg. Ou si ça se fait en 5 minutes, c'est pauvre. C'est pour ça qu'il faut l'avoir en tête, ça viendra, je ne pense pas que ce soit une erreur stratégique. En revanche, il a été, Zuckerberg, très vite. Ce qu'il faut voir, c'est ce que font déjà des institutions, notamment là, c'est le musée d'Orsay, pas le musée d'Orsay, le Muséum national d'histoire naturelle. Et vous voyez, là aussi, vous verrez les mêmes éléments que ceux qu'on a déjà vus, c'est-à-dire une capacité d'émerveillement et une capacité pour embarquer, entre guillemets, les enfants. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que ce sont les mêmes enfants que vous allez avoir en face de vous, qui auront vécu toutes ces choses, et en fait, ça va faire partie de leur vécu. Vidéo, please. Tous les animaux qu'on va voir n'existent plus. C'est la grande galerie de l'évolution. On voit l'intérêt scientifique, mais aussi on voit l'intérêt pédagogique. Il faut savoir que le Muséum d'histoire naturelle, c'est à la fois un centre de recherche et aussi un musée. C'est à la fois la recherche et le travail sur la transmission des savoirs. Donc, en continuant voilà, on se rend compte qu'on pourrait imaginer arriver à des mondes immersifs éducatifs. C'est-à-dire pas un métaverse, mais des univers, avec une capacité d'implication par l'expérience, avec une approche de la transmission qui est finalement internalisée. On le prend à la première personne, j'ai vu telle bête, j'ai vécu telle histoire, j'étais dans la pyramide. Et en fait, c'est une transformation graduelle, parce que ces expériences vont se multiplier, notamment sur le plan commercial. Et donc, il y a une question d'intermédiation.
pour vous, on ne peut pas imaginer que ces univers ne soient pas accompagnés. Et je pense qu'il y a une chance, c'est pour ça que je vous ai montré l'avatar au début, mais il y a une chance pour tous ceux qui sont capables d'expliquer comment ça marche et poser la question finalement de la relation avec l'avatar, qui est très naturelle pour les enfants, parce qu'encore une fois, ils ont l'habitude de jouer, de rentrer dans Roblox et de rentrer dans des univers. Et pour les adultes et pour toute la dynamique de la relation, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se déployer. Et donc, la vraie question, c'est pas un univers immersif ou un univers éducatif, c'est des mondes immersifs éducatifs. Il y a un vrai enjeu qui est de déployer quelque chose qui soit sobre. Je sais que c'est l'enjeu aussi de la région, parce qu'on a un problème de données, on ne sait pas exactement comment tout ça fonctionne en termes de technologie. À l'échelle, faire une expérience, c'est une chose, le passer à l'échelle. Et là, il y a un besoin scientifique. Comprendre quelle est l'empreinte environnementale des terminaux, c'est pas du tout trivial. Aujourd'hui, dans la problématique, un terminal ou un téléphone, c'est une machine très sophistiquée qui demande beaucoup d'énergie, mais qui, pour la fabriquer, demande des terres rares. Enfin, donc, il faut avoir conscience de la problématique des terminaux. Et puis, il y a peut-être une opportunité, c'est utiliser cette technologie pour faire la pédagogie de la transition écologique, tout simplement parce qu'elle joue beaucoup sur les émotions et que parallèlement, vous pouvez introduire un discours scientifique et faire avancer le travail. Donc il y a un enjeu, c'est de déployer un immersif éducatif sobre avec des enjeux de responsabilité qui ne sont pas du tout simples et qui méritent, comme vous allez le faire, d'être réfléchis. Le contrôle du contenu, c'est ce que vous allez faire, c'est de la pédagogie. L'enjeu de l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, ça va fonctionner grâce à de l'intelligence artificielle. Le premier avatar que je vous ai montré, finalement, c'est relativement simple. C'est un avatar, et puis derrière, il y a un programme, et puis il y a une machine qui lit le texte. Il y a une question d'éthique. Quand ChatGPT, parce qu'ils n'ont pas lancé que ChatGPT, ils ont lancé aussi Val-I, qui est un système de création d'images avec de l'intelligence artificielle. Ils déploient dans tous les domaines. Quand on va commencer à mixer les deux, on va se rendre compte qu'il y a des problèmes d'éthique. Qu'est-ce qu'on dit? Comment la machine a été nourrie? Et il faut, à mon avis, que la dimension pédagogique soit prise en main par les institutions. Et puis il y a une question d'exploitation des données, vous le savez, et puis un enjeu de souveraineté, tout simplement. C'était la question que posait l'avatar de la francophonie, et finalement le français dans tout ça, est-ce qu'on peut considérer que ça ne pourra exister qu'en anglais ou dans une langue asiatique? La réponse est non, parce que sinon ça veut dire qu'on n'a plus de vocation. Ça doit être maîtrisé, d'ailleurs comme toutes les technologies demandent et doivent être maîtrisées, mais il y a cette notion de souveraineté qui est particulièrement sensible. Et puis, il y a aussi une opportunité, mais aussi un risque, c'est que dans le privé, dans l'environnement, il y a des initiatives qui sont prises pour des raisons commerciales, mais qui sont aussi portées avec cette ambition. J'en ai pris un qui est un exemple qui est assez spectaculaire, qui n'a pas encore ouvert, mais qui montre ce que ça peut aussi devenir à l'extérieur des univers liés à l'éducation, avec quelqu'un qui est un prof médiatique qui s'appelle Franck Ferrand. Vidéo, please. Si vous aimez l'histoire comme je l'aime, j'ai une sacrée nouvelle à vous annoncer. À partir de l'automne 2022 va s'ouvrir dans la Grande Arche de la Défense ce qui manquait à Paris et à l'Île-de-France, une cité de l'histoire. Sur plusieurs milliers de mètres carrés, vous allez pouvoir, seul, en famille ou entre amis, vous immerger dans quelques-unes des plus extraordinaires sagas de l'aventure humaine. Les technologies les plus en pointe en matière de projection, de réalité virtuelle ou de restitution de décors vous permettront d'entrer dans l'histoire de Charlemagne ou de Victor Hugo, dans l'histoire de France ou dans l'histoire du monde. Mais la Cité de l'Histoire, c'est aussi un centre de conférences avec de remarquables conférenciers, une grande librairie, un restaurant, une frise chronologique interactive gigantesque. Tout cela vous attend à la Défense. Nous vous attendons avec, je dois dire, pas mal d'excitation. À très bientôt, le plaisir de vous y recevoir. Alors j'ai mis cette bande-annonce parce que je trouve qu'elle est très significative de l'opportunité. De la même façon que les musées traditionnels, finalement, ont considéré que mettre des images en grand dans un studio, c'était pas leur vocation. Et puis quand ils ont vu que pour Klimt ou pour Van Gogh, il y avait 1 400 000 personnes, alors que ces personnes n'avaient même pas les œuvres, ils ont réagi, se sont adaptés, ils ont lancé le Grand Palais immersif. Je pense qu'on va voir, autour de ces ambitions des mondes immersifs, apparaître des initiatives, des musées scientifiques, apparaître des initiatives, là, la Cité de l'Histoire, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas savoir si c'est
réel, enfin si la promesse sera tenue, mais on voit bien ce qui est en train de se passer pour les institutions traditionnelles. En gros, s'il y a un marché ou s'il y a une opportunité privée, elle va être prise par des gens qui, en fait, font payer des entrées. Alors, je pense que dans le cas de la Cité de l'Histoire, ils le font avec toutes les précautions scientifiques, parce qu'ils ont compris, notamment en France, que c'est un sujet très intéressant, très sensible. Mais on voit bien qu'effectivement, c'est peut-être pas les versions... c'est d'ailleurs ce que m'avait dit le Muséum d'Histoire naturelle aux États-Unis. Il existe des musées créationnistes, et qui ressemblent à des musées, hein, et qui, finalement, en profitent pour faire passer leur propre idéologie. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Muséum d'Histoire naturelle a réagi. Il a dit, il faut qu'on soit sur Internet, il faut qu'on soit dans les mondes immersifs, il faut qu'on soit dans ces technologies, tout simplement parce qu'on a une mission et que si on veut la faire, et au moins avoir la parole face à ce qui est en train de se passer, il faut qu'on parle avec les blogueurs. Et donc, ils préparent, par exemple, une prochaine expédition immersive avec la même société émissive, où on va revoir finalement ces animaux encore plus forts que ce qu'on a vu. Donc, ma conclusion provisoire, et c'est vous qui la ferez de toute façon, c'est que c'est une opportunité. C'est-à-dire qu'il faut choisir ce qu'on a envie de faire. Ça peut être très sophistiqué, très compliqué, très lourd, mais très spectaculaire, ou très simple comme dans ce village du Kerala, avec des gens qui ont la capacité d'innover, et puis de porter, si vous voulez, quelque chose qui fonctionne avec les moyens qui sont les leurs. Voilà, le fond, c'est vous qui l'avez. J'espère que ça vous a donné des idées. Et puis si vous avez quelques questions, si on a le temps, je veux bien en prendre, sinon on les prendra à la volée pendant la journée. Merci.